As-tu déjà porté un tissu politisé, un tissu qui retraçait des événements forts de l'histoire de notre société? Ce mois-ci, on part sur les terres Ashanti et Ewe, au Ghana, à la découverte de l'un des plus célèbres tissages d'Afrique, le kente. Bienvenue dans Histoire tissée, la série où je te raconte les tissus qui font battre le cœur du continent africain. Contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, le kente n'est pas un seul tissu, mais bien une famille de tissus. Il existe notamment le kente Ashanti, qui est le plus connu, le plus royal, qui est très dense, c'est comme ça qu'on peut le reconnaître, et qui est symbole d'autorité et de pouvoir. On va le reconnaître notamment pour ses couleurs très riches, de l'or, du rouge, du vert, du noir, avec des motifs denses et très codifiés. Il est souvent beaucoup plus épais et beaucoup plus solennel. Et donc le kente Ashanti, il est lié à la royauté divine, aux ancêtres, et surtout à la stabilité du royaume. D'ailleurs, j'aime beaucoup cette manière de porter le kente sur l'épaule comme étoffe. Et il existe un autre type de kente, donc le kente Ewe, qui lui est beaucoup plus graphique, avec des motifs beaucoup plus linéaires, des fois même asymétriques. C'est vraiment un beau jeu de contraste audacieux. Il est beaucoup plus narratif, et le kente Ewe, il est surtout utilisé pour raconter des événements précis. Une guerre, une migration, une trahison, une victoire. En tout cas, à l'époque, c'est un tissage qui servait comme un stockage avec des archives sur son tissu. Et chez les Ewe, le kente était un récit qui racontait donc une histoire, et donc c'était une manière de mémoriser son histoire sur son tissage. Petite parenthèse, mais qui a son importance, entre l'Empire Ashanti et les Ewe. L'Empire Ashanti, c'était l'un des États les plus puissants d'Afrique de l'Ouest au XVIIe siècle jusqu'au XIXe siècle. Et les Ashanti vivaient principalement au sud du Ghana, autour de la capitale historique de l'Empire Ashanti, Kumasi. Et c'est au XIXe siècle, avec l'expansion coloniale européenne, notamment britannique, que l'Empire Ashanti fut affaibli et qu'il fut finalement vaincu. Contrairement aux Ashanti, les Ewe, on peut dire également You, si je me trompe pas, dites-moi un peu comment ça se prononce en anglais. En tout cas, les Ewe formaient un seul peuple structuré. C'était donc un peuple ethnique dans plusieurs communautés et petites chefferies, plutôt qu'une grande monarchie centralisée comme le royaume d'Ashanti. Donc les Ewe, eux, ils vivaient plutôt dans le sud-est du Ghana, au Togo et un peu au Bénin. Ils étaient même connus pour être un peuple de migration, comme je te l'ai dit, mais aussi un peuple de récits oraux. Il est même raconté que certains kente Ewe ont été tissés pour répondre à une insulte ou à une injustice, voilà. Donc tout ça pour te dire que le kente n'est pas né d'un seul peuple. Chez les Ashanti, il incarnait le pouvoir, et chez les Ewe, il racontait l'histoire. Donc tu l'as compris, le kente, c'est pas juste un tissu coloré, c'est un langage qui est codé, qui se lit, et surtout un tissu qui, à un moment donné, décidait de qui tu étais et d'où ta place dans la société était. Il faut savoir que le kente est né d'une légende, et la légende disait que deux chasseurs Ashanti au XVIIe siècle observaient une araignée tisser sa toile dans la forêt. Et fascinés par justement la précision et la beauté du motif, ils décidèrent d'imiter ce geste avec des fils. C'est peut-être là même que la figure centrale de la mythologie Akan, qui entoure les croyances des peuples Akan d'Afrique de l'Ouest, que l'araignée Anansi est née. Je ne sais pas. On ne le saura peut-être jamais. D'ailleurs, il y a pas mal de contes africains et afro-caribéens qui parlent de cette fameuse araignée Anansi. Et finalement, c'est pas un hasard, puisque le kente, il est né dans un acte d'observation de la nature, puis il a été transformé en art. À l'origine, le kente était strictement réservé au roi Ashanti et à la cour impériale de Kumasi. Le kente ne se portait donc pas tous les jours, ni par tout le monde, ni n'importe comment. Il y avait uniquement les rois à Saint-Étienne, les reines-mères, les dignitaires qui pouvaient justement le porter pendant un couronnement par exemple, ou des célébrations politiques ou spirituelles. Certains motifs Ashanti étaient réservés même à un seul roi. Et à sa mort, le motif pouvait lui aussi disparaître avec le défunt roi. Certains motifs kente étaient si prestigieux que leur reproduction était interdite sans autorisation royale. Donc vous n'aviez pas intérêt à copier un motif, puisque cet acte pouvait être vu comme une offense politique. Traditionnellement, au Ghana, ce sont les hommes qui tissent et les femmes qui filent le coton ou la soie.
Le kente est tissé sur un métier horizontal, étroit, en bandes longues et fines, et puis est ensuite assemblé. Bon, à l'origine, on utilisait surtout du coton local, mais certains astucieux tisserands Ashanti allaient même récupérer de la soie en défaisant les tissus qui avaient été importés d'Europe ou d'Asie. Donc forcément, quand tu vois une pièce avec un tel travail, la confection pouvait prendre au moins plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Dans le kente, il n'y a rien de décoratif qui est fait par hasard. Dans chaque couleur, il y a un message et son interprétation, je vais te l'expliquer par ici. L'or, le jaune signifiait la richesse, la royauté, la spiritualité. Le rouge, le sang, le sacrifice, le courage et la mémoire des ancêtres. Quant au bleu, elle signifiait plutôt la paix, l'harmonie, mais aussi l'amour. Le vert, c'était plutôt la croissance, la nature et la fertilité. Le noir, de maturité, de spiritualité et de lien avec les ancêtres. Quant au blanc, il signifiait plutôt la célébration ou la victoire. La particularité de ce tissage, c'est que le kente porte un nom qui est souvent poétique, voire parfois politique. Comme par exemple Anueneasa, qui signifie « toutes les idées sont épuisées » ou Ema Da, « cela ne s'est jamais produit ». Il pouvait également porter un nom pour marquer un événement historique. Cela pouvait s'interpréter donc, comme je te l'ai dit, soit poétiquement ou poétiquement. Donc si le message du motif ne correspondait pas à la situation politique du moment, il y avait effectivement certains chefs qui pouvaient refuser de porter ce kente. Parce que porter du kente, c'était aussi une prise de parole textile. On pourrait dire que c'est à partir du XXe siècle que le kente sort des palais. Il devient un symbole panafricain, un emblème des luttes afrodescendantes et surtout un tissu politique. Comme lorsque le Ghana a repris son indépendance dans les mains des colonisateurs et que le premier président du Ghana indépendant, Kwame Nkrumah, avait utilisé le kente comme outil diplomatique. En tout cas, du côté des États-Unis, le kente devient un symbole fort pour le mouvement Black Power et les cérémonies afro-américaines. Il faut que tu saches que tous les kente ne sont pas faits pour être portés. Il y en a certains qui servaient à couvrir des trônes, à envelopper des objets sacrés ou même à décorer des lieux rituels. Et je vais même te dire que certains kente anciens n'étaient jamais lavés parce qu'ils étaient conservés comme des objets de pouvoir. Et on considérait que l'eau pouvait effacer leur charge symbolique. Je t'ai parlé brièvement du premier président du Ghana indépendant, Kwame Nkrumah, qu'il portait en tant que figure politique. Et généralement, un chef pouvait choisir son kente comme outil de communication plutôt que de faire son discours. Par exemple, pour montrer une affirmation d'autorité, il pouvait porter un motif de bravoure. Si tu n'en as pas encore entendu parler, laisse-moi te présenter Oswald Boatem, qui est un tailleur ghanéen de Savile-Row et qui a intégré le kente dans le costume masculin, dans les doublures notamment, les revers et les petits détails. Avec Oswald Boatem, le kente est devenu une élégance masculine mondiale. Aujourd'hui, on peut découvrir le kente avec des motifs anciens, revisités, et des palettes de couleurs un petit peu plus sobres. Il y a notamment des jeunes créateurs ghanéens qui travaillent avec des tisserands de Bonneville, qui est un village mythique du kente. Ce que tu dois retenir de cette histoire tissée, le kente, ce n'est pas une tendance, ce n'est pas un imprimé, ce n'est pas un costume. Le kente, c'est un langage, une archive et un symbole de souveraineté.